Amis, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Amis, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Ohé, partisans, ouvriers, paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille les fusils, la mitraille, les grenades. Oh, et les tueurs à la balle et au couteau, tuez vite. Oh, et saboteur, attention à ton fardeau, dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos trous, c'est la faim qui nous pousse la misère. Il y a des pays où les gens au creux des lits font des rêves. Ici, nous vois-tu, nous on marche, nous on tue, nous on crève. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Demain, du Saint-Mois séchera au grand soleil sur nos routes. Chantez, compagnons, dans la nuit, la liberté nous écoute. Amis, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Amis, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Ohé, partisans, ouvriers, paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. C'est bon? C'est haut. C'est haut? Je ferai pas tout. Faut que vous soyez tous. Una mattina mi sono svegliato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono svegliato e ho trovato l'invaso, oh partigiano, patrigna. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 partigiano, portami via, che mi sento di morire. E seguo il modo, partigiano. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E seguo il modo da partigiano. Tu mi devi seppellire, e seppellire su montagna. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E seppellire lassù in montagna, sotto l'ombra di un bel fior, tutte le genti che passeranno. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E tutte le genti che passeranno mi diranno che bel fior. E questo è il fiore del partigiano. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà.
partigiano, molto bella libertà. On avait dit deux. Tu veux que je le décale? Après, il faut le tirer. Après, ouais. Si je me mets là, on est bon. Ouais. Juste pas que tu te... Ça va. Pourquoi dire ça? Chers amis, chers camarades, bonjour. Bonjour. 18 ans que nous nous retrouvons pour faire résonner ces paroles de résistance dans ce haut lieu de notre histoire. Durant ces 18 ans, nous avons porté haut les valeurs contenues dans le programme du Conseil national de la résistance, dont nous fêtons cette année les 80 ans. Force est de constater qu'en parallèle de nos actions, les vents mauvais soufflent de plus en plus fort. Les politiques néolibérales qui s'acharnent à détruire les communs construits par le CNR renforcent les idées du chacun pour soi. L'autre devient un concurrent, un ennemi, un danger dont il faudrait se méfier. Pendant ce temps, les inégalités se creusent et la pauvreté gagne du terrain. Sur ce terreau, l'extrême droite sécuritaire et xénophobe progresse facilement. Dans les médias, qui leur déroulent le tapis rouge, dans les politiques gouvernementales qui s'inspirent ouvertement de leurs idées, et finalement, dans la tête des électeurs. L'extrême droite devient respectable, alors que ceux qui demandent plus d'égalité en accentuant la justice fiscale, plus de fraternité en renforçant les services publics et plus de liberté, notamment dans l'espace public, eux, sortiraient du champ républicain. On marche sur la tête, ou plutôt, on va en marche arrière avec un président rétrograde qui vaut à la France d'être condamné pour inaction climatique ou pour la violence de la répression policière par certaines instances internationales. Que dire de son silence et celui de son gouvernement pour condamner les crimes de Gaza? Mais partout, il y a des raisons de trouver de l'espoir. La jeunesse se mobilise contre les crimes de Gaza, la parole des femmes est de plus en plus entendue, et les idées de la gauche qui prévalaient déjà dans le programme du CNR sont majoritaires dans le pays, sans pour l'instant se concrétiser dans les urnes. Alors, un jour, c'est sûr, les jours heureux reviendront. Reste à savoir par quel moment sombre il faudra passer. Et pour qu'ils adviennent le plus rapidement possible, il nous appartient à tous de maintenir la flamme de la résistance allumée. Pour cela, il faut parler, raconter l'histoire, se rassembler pour montrer ce qui a été possible dans le passé est toujours possible aujourd'hui. C'est pourquoi nous nous retrouvons toutes et tous ici. Et il paraît qu'à la fin, c'est nous qu'on va gagner. Petite info pratique avant de continuer. Patrick, 2 années, est-ce que tu peux lever la main? Ou les 2 mains, parce que là je ne vois rien. À ma droite, ok, ça marche. Il est... C'est bon, Christian? Ok. Sans transition? Alors... C'est bon, Mireille? Ce n'est pas une chanson, c'est un chant. Ce chant est un hommage aux 23 fusillés du 21 février 1944, dont 22 du groupe FTP Moy Manoukian. Cela fait 80 ans cette année. Mais nous souhaitons associer à cet hommage toutes celles et ceux qui, ici ou ailleurs, d'hier et d'aujourd'hui, ont payé de leur vie le combat pour la liberté et pour un monde plus juste, plus solidaire, plus fraternel, en un mot, plus humain. Voici donc l'affiche rouge
poème de Louis Aragon, mis en musique par Léo Ferret et interprété par Mireille de CRHA. Non. Alors d'abord, excusez ma voix, j'ai attrapé un rhume hier. Voilà. Comme c'est un chant et que ce n'est pas du spectacle, que c'est un hommage, je vous demanderai de ne pas manifester à la fin. Hein, voilà. Donc, vous avez... vos gueules là-haut. Vous n'avez réclamé la gloire ni les larmes, ni l'orgue, ni la prière aux agonisants. 80 ans, ça passe vite, 80 ans. Vous vous étiez servi simplement de vos armes. La mort n'éblouit pas les yeux des partisans. Vous aviez vos portraits sur les murs de nos villes, noirs de barbe et de nuit, hirsutes et menaçants. L'affiche qui semblait une tache de sang, parce qu'à prononcer vos noms sont difficiles. Ils cherchaient un effet de peur sur les passants. Nul ne semblait vous voir français, de préférence. Je dois aller sans yeux pour vous le jour durant. Mais à l'heure du couvre-feu, des doigts errants avaient écrit sous vos photos « Mort pour la France ». Et les mornes matins en étaient différents. Tout avait la couleur uniforme du givre, à la fin février pour vos derniers moments. Et c'est alors que l'un de vous dit calmement « Bonheur, bonheur à ceux qui vont survivre. Je meurs sans haine en moi pour le peuple allemand. Adieu la peine et le plaisir, adieu les roses, adieu la pluie, adieu la lumière et le vent. Marie-toi, sois heureuse et pense à moi souvent, toi qui vas demeurer dans la beauté des choses. Quand tout sera fini, plus tard, en dérivant. Un grand soleil d'hiver éclaire la colline, que la nature est belle et que le cœur me fend. La justice viendra sur nos pas triomphants, ma Mélinée, oh mon amour, mon orpheline. Et je te dis de vivre et d'avoir un enfant. Il était 23 quand les fusils fleurirent, 23 qui donnaient le cœur avant le temps, 23 étrangers et nos frères pourtant, 23 amoureux de vivre à en mourir, 23 qui criaient la France en s'abattant. Céline Verzelletti est une des dirigeantes de la Confédération Générale du Travail. Après avoir été elle-même convoquée par la police, elle est aujourd'hui la référente CGT pour les questions de droit et de liberté syndicale. Elle évoque la dérive répressive des pouvoirs publics face aux manifestations sociales qui restreint la liberté de manifester sans apporter de réponse en termes de sécurité publique. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Chers amis, chers camarades. D'une part, c'est très émouvant de passer après cet hommage et très émouvant d'intervenir dans ce haut lieu de résistance. En effet, comme ça a été dit précédemment, la répression du monde du travail est invisibilisée et se propage sous multiples formes et de manière très rapide ces derniers mois. D'une part, du côté du patronat, les patrons montent des dossiers pour licencier certains salariés. Des patrons qui tentent d'intimider les grévistes, qui brandissent des menaces multiples et variées devant les salariés trop revendicatifs. Côté gouvernemental,
il y a aussi des actions qui visent à réprimer l'action militante. De multiples lois liberticides sont décidées, mises en œuvre. Des délits qui n'existaient pas jusque-là sont donc mis en œuvre lors des manifestations. La doctrine du maintien de l'ordre a profondément changé depuis 2016. C'est une doctrine du maintien de l'ordre qui finalement crée de la violence, qui est particulièrement violente, on l'a vu ces dernières années. Et ça a commencé, en tout cas dans les manifestations, puisque dans les quartiers populaires, ça fait un moment qu'il y a des violences. En tout cas dans les manifestations, notamment, ça a commencé très violemment et fortement lors de la mobilisation des Gilets jaunes. Et ensuite, nous avons vu les différentes manifestations, et notamment les dernières manifestations et mobilisations contre cette très mauvaise réforme des retraites. Donc nous avons et nous multiplions les arrestations, nous subissons des arrestations, alors des violences policières. Geneviève en atteste, dira ce qu'elle a pu vivre, mais aussi donc des gardes à vue excessives. Et c'est d'ailleurs la contrôleuse des lieux privatifs de liberté qui a visité les commissariats pendant les manifestations, notamment celle de 2023, et qui a dénoncé ces gardes à vue qui étaient sans justificatif, qui étaient pour réprimer et qui étaient mises en œuvre pour empêcher les manifestants et les manifestantes justement de se joindre aux différentes mobilisations, ce qui est fortement illégal. Et pourtant, le droit de se réunir existe bien, mais il nous est souvent contesté. Le droit de se constituer aussi existe, mais il est de plus en plus encadré, notamment depuis la loi sur le séparatisme. Le droit de s'exprimer existe, mais il est attaqué, on le voit de plus en plus fortement. Le droit de manifester existe, mais il est malmené. Et le droit de grève existe, mais il est entravé depuis plusieurs années aussi, mais on le voit encore comment les parlementaires, certains parlementaires en tout cas, tentent d'atteindre ce droit par différentes lois. Alors j'en viendrai donc à la répression que peuvent subir, pour le coup là les militants, alors tous les militants la subissent, et là j'en viendrai aux militants de la CGT, dont nous en sommes depuis la réforme des retraites, depuis les mobilisations de 2023, à 1000 militants et militantes qui sont inquiétés, poursuivis, soit par la police, soit par la justice, ou soit qui subissent des sanctions disciplinaires de la part du patronat dans les entreprises. Je fais partie donc de ces 1000 militants et militantes poursuivis par la justice. Il faut savoir qu'ils répriment de plus en plus aussi les dirigeants, puisqu'au bureau confédéral, donc la direction de la CGT, nous sommes déjà sur 14, 3 à être poursuivis et inquiétés par la justice. Alors pour ma part, je dois comparaître devant un tribunal correctionnel le 1er juillet, donc à Aix, pour injure publique. Pourquoi pour injure publique? C'est suite à un tract qui caractérise un juge qui a propagé des propos xénophobes, homophobes, racistes et sexistes. Un juge qui propage des idées d'extrême droite. Et ce juge a été démis de ses fonctions à la Cour nationale du droit d'asile. Fait rarissime. Un juge administratif qui est démis de ses fonctions, c'est très rare. Et pourquoi il a été démis de ses fonctions? Justement par rapport à ces idées fascistes qu'il propageait notamment sur les réseaux sociaux. Et il a été avéré qu'il ne pouvait pas être impartial par rapport justement à la CNDA et qu'il devait être démis de ses fonctions. Et nous avons écrit, nous, à la CGT, en effet, que ce juge raciste, sexiste, homophobe et xénophobe n'avait pas sa place à la Cour nationale du droit d'asile, qu'il ne pouvait pas exercer ses fonctions pour traiter des dossiers de personnes étrangères qui demandent le droit d'asile. Et nous avons eu gain de cause d'ailleurs. Et c'est très bien que ce juge ait été démis de ses fonctions. Il n'empêche qu'il a déposé plainte, ce juge, et que donc
Il a été on va dire, soutenu finalement par la justice, puisque ça sera traité au tribunal, et voire même qu'il a, puisque en tant que fonctionnaire et magistrat, nous pouvons avoir une protection fonctionnelle s'il est avéré que dans notre exercice, nous sommes attaqués, mais injustement, si nous n'avons pas commis de faute professionnelle, nous pouvons avoir donc les frais de justice pris en charge par la fonction publique et l'État. Donc ces frais de justice, lui, pour son dépôt de plainte, sont donc pris en charge par la fonction publique. Alors même que pour ma part, je ne serai d'ailleurs, mes frais ne seront d'ailleurs pas pris en charge et je risque et je pourrais être condamné pour avoir simplement dit qu'un juge raciste, sexiste, homophobe, xénophobe n'avait pas sa place donc à la Cour nationale du droit d'asile. Je confirmerai toujours que les idées d'extrême droite, les idées racistes, le racisme, pardon, la xénophobie, ne sont pas des idées anodines. Que prôner la haine de l'autre, diviser les travailleurs et travailleuses, ne sont pas acceptables et que ces idées doivent être combattues à tous les niveaux et quelle que soit l'exposition que nous pouvons subir ou la répression que nous pouvons subir. Alors oui, ce combat, il est dans ma chair. On m'a dit de parler un petit peu de pourquoi j'ai milité. Alors certainement que parfois, ça vient de loin et de notre famille. Et j'ai donc une pensée en ce haut lieu de résistance, une pensée pour mon grand-père qui est venu de l'autre côté de cette frontière, italien, mon nom Verzelletti est bien italien. Il a fui à l'époque, dans les années 30, le fascisme. Il est arrivé en France. Il a subi aussi de longues années de racisme. Et il a aussi, donc, été résistant pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et oui, je pense souvent à lui, je pense souvent à tous les résistants et les résistantes qui ont parfois perdu leur vie justement pour ces valeurs et pour combattre ce fascisme et cette extrême droite. Je pense que ces combats sont particulièrement importants. Je finirai par une pensée pour un camarade aussi qui, lui, a vraiment pris très cher au niveau de la répression. Le secrétaire général de l'Union départementale du Nord, qui a été condamné à un an de prison, avec sursis certes, mais il a été condamné à 1 an de prison pour apologie du terrorisme. Après avoir diffusé, un tract, donc, un tract qui faisait état des atrocités qui ont été commises en effet le 7 octobre, mais qui faisait état aussi de toutes les violences, les guerres, les crimes de guerre exercés en Palestine, et qui, par le biais de ce tract, essayait d'expliquer, de contextualiser ce qui se passe aujourd'hui en Israël et en Palestine. Mais bien évidemment, sans appeler à la haine, au contraire, qui expliquait que la violence entraîne la violence et qu'il faut éradiquer toute cette violence et appeler à la paix. Oui, ce tract essayait d'expliquer ce qu'il se passe, mais sans justifier les horreurs du 7 octobre. Mais expliquer, a priori, n'est plus permis. Expliquer devient un délit. Alors que nous pensons que c'est dans le cadre et qu'on peut avoir un parti pris aussi, mais que c'est bien dans le cadre de la liberté d'expression. L'apologie du terrorisme aujourd'hui, il est instrumentalisé, et peut l'être d'ailleurs depuis la loi de 2014. C'est une véritable atteinte à la liberté d'expression, et c'est gravissime aussi, on le voit par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui dans les universités, les écoles et les lycées. Une honte tout ça. Quoi qu'il en soit, nous ne lâcherons rien. Et je fais vraiment honneur à tout ce qui s'est passé aussi ces derniers jours, ces débats. Et je pense que, bien évidemment, l'espoir est particulièrement permis, car nous ne lâcherons rien, tous ensemble, unis, contre les idées de l'extrême droite, contre le fascisme,
pour la paix dans le monde et pour l'autodétermination de tous les peuples. Merci. Cette année, on prend un petit relais pour les passages du micro. Nous vous proposons maintenant d'écouter Françoise, la fille de Charles Piaget, rendre hommage à son père qui nous a quittés l'an dernier. Syndicaliste, figure emblématique du combat des ouvriers de l'IP, Charles Piaget est intervenu sur cette tribune en 2012. Bonjour à toutes, bonjour à tous et merci au CRHA. Au soir d'une vie bien remplie, discrètement, humble parmi les humbles, mon père s'en est allé comme il a vécu sur la pointe des pieds. Je lui dois tant. Il me semble que presque toutes les valeurs de vie que je porte, c'est lui qui me les a transmises. C'est à son contact que je me suis construite. Je suis immensément fière d'avoir eu pareil père. Mon père était habité par la dimension du politique qui a pour but la recherche du bien commun. Il était pour moi un révolutionnaire, pas quelqu'un qui veut mettre la société à feu et à sang, mais qui par une action tenace, obstinée, agit pacifiquement et en sorte que la loi au sens large soit généreuse. La règle commune est la même pour tous. La même pour tous. Il était indigné, par exemple, de ce que l'impôt sur le revenu des fortunes du CAC 40 est quasi nul, de ce que plus on est pauvre et plus on est contrôlé. Et que dire de la préférence nationale et l'insupportable traite aux migrants? La liste est longue. Tous les êtres humains naissent libres et égaux, en dignité et en droit. C'est la Déclaration universelle des droits de l'homme de décembre 1948. Mon père était un homme de concorde, paix et fraternité. Il était un utopiste, non un doux rêveur, comme le caricaturent les nihilistes, mais un visionnaire. L'utopie, ce qui adviendra demain. Il pointait que l'humanité a connu l'esclavage, puis le servage, enfin le salariat, que le salarié est lié à l'employeur par un contrat de subordination et n'a rien à dire à la marge de l'entreprise. Il considérait comme une honte publique la surveillance de l'homme par l'homme. Tant que l'homme aura besoin d'être surveillé, une justice sociale ne peut exister. Mon père était l'incarnation de la bonté. Il a beaucoup donné au service des autres, ferraillé pour avancer tous ensemble et faire circuler l'injustice. Issu du sous-prolétariat, il souffre enfin de la misère et de la faim, chaparde par nécessité. Les chances ne sont pas égales. Mon père était programmé pour tomber dans la délinquance. L'intuition de son père, la rencontre providentielle d'une famille généreuse qui l'accueille définitivement à la mort de son père, mon père avait alors 15 ans, lui apporte affection, éducation, socialisation, hygiène et vraie famille. Sa destination en est bouleversée. De ce temps incertain, où son sort s'est joué sur le fil du rasoir, il a gardé une immense tolérance. Il connaissait, pour l'avoir expérimenté, le poids des déterminismes sociaux. Il savait l'importance de la sociologie. Mon père était insensible aux honneurs, aux distinctions, aux privilèges, au pouvoir corrupteur de l'argent. Personnalité discrète, humble même, il est resté modeste en dépit de sa notoriété. Dépourvu d'ambition personnelle, sa vocation syndicale n'était polluée par aucun souci d'avantage personnel, ni surtout de promotion. Militant de gauche, donc de partage, de profonde conviction, il était d'une extrême rigueur et éthique personnelle.
Foncièrement démocrate, partisan d'un socialisme non autoritaire, il ne croyait pas à l'homme providentiel. Vacciné contre les innombrables faiblesses humaines, mon père était homme de fidélité à sa classe sociale, la classe ouvrière. Sa vocation syndicale a mûri au sein de l'Action catholique ouvrière, l'ACO. C'est poussé par son entourage qui reconnaissait ses compétences, sa lucidité, sa sagesse qu'il est sorti du rang. Pourvu d'une grande autorité naturelle, c'est la base qu'il a désignée et a fait de lui un leader. Un leader? Il ne voulut point l'être. Il martelait « émergence d'un leader égale déficit démocratique ». Émergence d'un leader égale déficit démocratique. Mon père ne disait jamais de mal d'autrui. La haine, c'est l'hiver du cœur, écrivait Victor Hugo. Il n'avait pas d'ennemis personnels, mais seulement des opposants de classe, et son lot de cotenteurs qui ne se privaient pas de le salir. Il n'en faisait point cas, témoignant de sa supériorité morale. Jamais chez lui la moindre aigreur, ni regret à considérer son parcours. Ce ne fut point un renoncement, mais un parti délibéré de sa part, d'assumer sereinement des choix existentiels qui le privaient de biens matériels, mais l'immergeaient dans les valeurs de vie universelles qui se nomment liberté, solidarité, fraternité, partage. Le film de Christian Rouault, L'imagination pouvoir, sur le conflit LIP, dit bien ce que fut l'épopée des LIP. Une inventivité, une fertilité créatrice qui mobilise les capacités de chacun. Mon père et ses amis avaient voulu un conflit ouvert sur la cité pour permettre la circulation des personnes, des idées, des courants d'air qui apportent un air frais. Mais il le faut, je sais pas. Je sais pas si c'est exprès. Donc, je reprends. Mon ami et ses amis avaient voulu un conflit ouvert sur la cité pour permettre la circulation des personnes, des idées, des courants d'air qui apportent un air frais. Il faut souder ouvertes les portes de l'usine, avait lancé un jour mon père. Il croyait à l'autogestion. Dans la lutte, des salariés allaient se révéler à eux-mêmes, se découvrir des talents insoupçonnés. L'âge de la retraite très largement dépassé, mon père est allé plus de 100 fois présenter le film et débattre dans tout l'Hexagone. Mon père croyait en l'homme, savait la richesse du collectif, les infinies ressources et capacités créatrices que recèle chaque individu. Talent nié par le rapport de production capitaliste qui pressure le salarié, le chosifie, utilise sa force de travail, mise au service de la seule production, et puis, une fois usé, le jette telle une chaussette. Sa psychologie, sa grande assise, sa force mentale tranquille, la confiance qu'il habitait, tout ça rassurait ses amis. D'un tempérament intrépide, sinon téméraire, il semblait ignorer la peur. Il lui a fallu une exceptionnelle force de caractère pour supporter la pression et la notoriété qui le désignaient comme le principal animateur du conflit LIP. Ascète, au mode de vie frugal, il vivait chichement, rétif à tout alcool, se contentant souvent d'une pomme en guise de repas. Il s'est déplacé longtemps à bicyclette. L'âge venu, il a dérogé en investissant dans l'achat d'un vélo Solex. Le foyer de mes parents, famille aux 6 enfants, n'a jamais connu la voiture. Nous sommes partis 2 fois en vacances. Il lui est arrivé de venir me voir depuis Besançon. J'ai été au père dans une famille aux Rousses. 230 km au total en Solex.
Ce jour-là, il a passé une dizaine d'heures assis sur sa selle. Sur le chemin du travail, jugé sur son teuf-teuf, il croise un jour Fred Lipp, son presque voisin. Le patron le toise au volant de sa puissante Ferrari. Mon père a souvent raconté la scène. Piaget, je pourrais t'écraser. Tutoiement qui dit le mépris de classe. Mon père placide, me fait donc. Scène symbolique qui marie deux mondes, où se côtoient deux univers, où l'homme à la silhouette frêle et fragile incarne la vertu, le juste droit et la conviction obstinée. Mon père était écologiste et prônait la décroissance. Une croissance infinie dans un monde fini est impossible. À contrario de la boulimie consumériste de la société capitaliste, attisée par la publicité, il prêchait et montrait l'exemple d'une vie plus ascétique. Les destructions environnementales abyssales générées par le toujours plus le révulsaient. Pour mon père, la nature touche au sacré. Sans voiture, la preuve qu'on peut vivre sans bagnole, ni ordinateur, ni smartphone, ni téléphone portable, et apparent paradoxe, mon père était un citoyen remarquablement informé. Car travailleur intellectuel qui bannit toute futilité, choisit son information, lit la presse militante et pas que, pratique la dialectique, la confrontation des opinions, réfléchit, écrit, connaît l'histoire, il avait lu Marx bien sûr, et surtout il l'avait compris. En citoyen du monde, il s'intéressait à la géopolitique, aux grands enjeux stratégiques de notre planète. À 66 ans, un nouveau combat l'attend, qui le mobilisera jusqu'à la fin de sa vie. Indigné du sort consenti aux chômeurs, il crée, avec l'aide d'un petit groupe de militants, la section byzantine AC, Agir ensemble contre le chômage. Tâche ardue, ingrate, fort éloignée de la notoriété du conflit Lipp. Mon père était d'abord un militant de l'ombre. Le chômage est une violence sociale et économique extrême qui casse les individus, les détruit, les prive de leur dignité. Loin d'être une fatalité, c'est un choix délibéré du néolibéralisme pour dociliser les salariés, casser leurs objectifs et baisser les salaires. Dans la chasse aux pauvres, le chômeur est l'objet d'un flicage constant. Sur lui pèsent tous les soupçons, oisiveté, inertie, paresse, tricherie. Rappelez-vous, Macron, je traverse la rue, je vous trouve un travail. Petit rappel utile, selon un rapport des magistrats de la Cour des comptes de septembre 2020, la fraude sociale, identifiée comme l'allocation chômage, est pour 2019 212 millions d'euros. La fraude réelle serait 10 fois plus importante, soit 2 milliards d'euros. La fraude réelle, oui. Dans le même temps, le syndicat solidaire Finances publiques estime dans son rapport quinquennal le montant annuel de la fraude fiscale, comprise entre 80 et 100 milliards d'euros. 2 milliards d'un côté, 80 à 100 milliards de l'autre. Quelles conséquences en tire le pouvoir? Augmentation des contrôles qui pèsent sur les chômeurs, plus de 25% en 2020, et de l'autre, en même temps, et diminution constante de leurs droits, en parallèle d'une diminution des contrôles fiscaux, moins 17% de la même année. Cherchez l'erreur. L'injustice le révoltait. Aucune cause ne le laissait indifférent. Questions sociales, gilets jaunes, écologie, retraite. En son temps, il a soutenu la légitime aspiration du peuple algérien en marche vers son indépendance. Il soutenait bien sûr le peuple palestinien, spolié de sa terre et chassé de son territoire. Placé à l'hôpital, en soins palliatifs, mourant, il n'avait de cesse de m'interroger sur la tragédie que vivent les Gazaouis. Profondément empathique, il souffrait avec eux. Selon son souhait, les dons récoltés lors de son décès le 4 novembre 2023 ont été adressés aux Palestiniens. Je partage cette indignation. Ouais. Je partage cette indignation. La lutte pour le droit des Palestiniens à disposer d'un territoire est un de mes combats majeurs. Je suis allé en Palestine occupée.
et j'ai vu l'injustice, un signe créé par le processus colonial qui les opprime. Il n'est pas anodin que je sois invitée ici. Mon père y avait de très nombreux amis. Quand en 2010, le CRHA avait cherché à réactiver le programme de mars 1944 du CNR, les jours heureux, mon père avait immédiatement répondu présent. Il aimait venir sur ce magnifique plateau des Glières, en ce lieu si près du ciel où le sacré a raconté l'histoire des héros d'une période tragique. La pureté de l'endroit, si imprégnée du souvenir des résistants de 1944, ceux qui ont su dire non à l'ignominie, la beauté du lieu, l'émotion du moment, tout ça l'inspirait. Pour rappel, ce programme annonçait d'ambitieuses réformes économiques, auxquelles le fameux modèle social français doit tout, notamment la sécurité sociale, les retraites par répartition et la liberté de la presse, constamment attaquées par les puissances d'argent et les féodalités. En premier, mon père pensait le monde, le pensée global, et les autres, puis son pays et ses proches. Puis seulement en dernière place, il pensait soi. Au fait, c'est une définition de ce qu'est être vraiment de gauche. Être de droite, c'est l'inverse. Mon père savait que le capitaliste ne peut pas être civilisé. C'est contre nature. Il savait bien que le capitalisme n'est pas réformable. Face à la laideur, mon père avait fait le choix de la beauté. Face à la méchanceté, il répondait par la bonté. À la force pure et brutale, il opposait la force morale des convictions humanistes. Au matériel, il opposait le spirituel. Face à l'individualisme et l'égoïsme forcené qui mène au chaos, il faisait valoir la solidarité et le partage. Eux seuls autorisent un monde fraternel où chacun trouve sa place. Il fut viscéralement animé par l'idée et la volonté de servir. Résister, c'est dire non. Non au mépris. Non à l'arrogance. Non au marché totalitaire et à la finance. Non au pouvoir sans limite des puissances d'argent. Je viens de perdre mon père. Mais je suis si heureuse du magnifique héritage qu'il nous laisse. Tous ensemble, il nous appartient de le défendre. Vous pouvez retrouver le discours de Charles Piaget qui date de 2009 sur notre site Citoyens résistants d'hier et d'aujourd'hui. Bon, visiblement, on a été victime d'une provocation. On demande, nous, qu'on reste calme et que notre réponse à ça, ce sera simplement notre détermination et notre force de conviction. Et voilà. Donc, merci. Alors, Gérard Fumex est un journaliste de Libre Info, média alternatif indépendant de Haute-Savoie. Il a été agressé le 26 novembre dernier alors qu'il couvrait à Annecy un rassemblement en mémoire de Thomas Perrotto, jeune homme tué lors d'un bal dans la Drôme. Cette manifestation était organisée par le parti Reconquête. Sa présence aujourd'hui nous montre que les pratiques de l'extrême droite sont toujours aussi violentes et opportunistes. Et que la liberté de la presse, principe affirmé par le Conseil national de la résistance en 1944, est toujours un combat d'aujourd'hui.
Mon intervention sera aussi une réponse aux excités qui étaient en haut et qui nous ont provoqués. Et comme dit notre camarade, il s'agit aussi d'apporter, d'affirmer notre détermination. Le 26 novembre 2023 à Annecy, je couvrais en tant que journaliste pour notre média local Libre Info la manifestation organisée par le mouvement d'extrême droite Reconquête suite à la mort du jeune Thomas à Crépol. Arrivé sur place, je découvrais au Jardin de l'Europe un rassemblement de 150 personnes. Comme d'habitude, je filmais le groupe. Rapidement, j'ai été l'objet d'invectives. Je me suis trouvé menacé physiquement. Pour éviter tout affrontement, je me suis placé à l'extérieur du groupe pour être protégé par la police. J'ai pu réaliser une interview qui a donné lieu à un article dans notre média Libre Info. À ce moment, un manifestant au visage haineux s'est précipité sur moi, faisant tomber mon téléphone. J'ai été projeté brutalement à terre, la tête contre le sol. J'ai reçu un violent coup de pied dans l'oreille qui a nécessité une intervention aux urgences. Le plus grave est que les policiers témoins de l'agression ne sont pas intervenus. Quand j'ai essayé de me relever, un policier m'a aidé à m'asseoir sur un banc en me disant « Vous n'aviez pas à les provoquer ». À aucun moment, les policiers ont essayé d'arrêter l'agresseur, ni m'ont demandé si je portais plainte. J'ai porté plainte. À ce jour, la procureure d'Annecy n'a pas donné suite. Dans leur rapport, les policiers ont conclu à une altercation avec un opposant sans relever ma qualité de journaliste, alors que je leur ai fourni ma carte de presse. Il est avéré que la police est infiltrée par les éléments d'extrême droite. Jean-François Carenco, ancien préfet de Haute-Savoie, puis de Rhône-Alpes et d'Île-de-France, ancien membre du gouvernement Macron, le confirme. Dans une interview au Canard enchaîné en juin 2023, il déclare « Je suis très inquiet de l'infiltration de l'extrême droite dans la police et l'armée. » On peut être aussi choqué que le préfet de Haute-Savoie ait autorisé cette manifestation, alors que dans de nombreuses villes, face aux pratiques violentes de ce groupe, ces manifestations ont été interdites à Lyon, à Valence, à Lille, à Nice. Ainsi, le préfet de Haute-Savoie a permis à des éléments de l'ultra-droite de défiler tranquillement dans notre ville, sous la protection bienveillante de la police. Rappelons-nous que sous le régime de Pétain, des policiers français ont arrêté avec zèle des juifs, femmes, hommes et enfants pour qu'ils soient emmenés dans les camps d'extermination. Toutefois, n'oublions pas aussi que d'autres policiers les ont protégés au péril de leur vie. À notre époque, ce sont les musulmans qui sont dans le viseur. Néanmoins, la police est soumise à une politique sécuritaire qui entretient le rôle répressif des policiers, alors que ceux-ci doivent être en nombre suffisant pour assurer son rôle de protection de la population dans une relation de proximité. Pour empêcher ces dérives, l'État ne doit plus contrôler la police et l'armée pour que celles-ci deviennent une police et une armée du peuple. L'État ne doit pas utiliser sa police pour casser les mouvements sociaux ou dans les entreprises à l'appel des syndicats. Il ne faut pas être journaliste aujourd'hui en France et dans le monde. Dans notre pays, lors de manifestations, des journalistes sont pris à partie par les policiers. Ils sont souvent assimilés à des manifestants, même en présentant leur carte de presse. Mis en garde à vue, matraqués, ils sont empêchés de faire leur travail. Les violences policières se généralisent. Les gaz lacrymogènes et les armes semi-létales empêchent les expressions populaires. La police empêche l'expression des étudiants dans les universités. Le gouvernement veut militariser la jeunesse avec le service national universel. La journaliste Darey
Mais c'est au niveau mondial que la répression est la plus féroce. La journaliste d'Arrêt sur Image, Nassira El Moadem, a été la cible d'une vague de harcèlement haineux venu de tout l'écosystème de la fachosphère. Rushdie Sarraj, journaliste palestinien, collaborateur du Monde et de France Télévisions, a été tué à Gaza le 23 octobre 2023. 86 journalistes et professionnels des médias ont été tués depuis le début de la guerre en Palestine. 83 étaient palestiniens, 2 israéliens et 3 libanais. C'est plus que le nombre de journalistes tués dans le monde en 2022. Si le président Macron s'est ému de la mort des journalistes dans le monde, aucun mot pour les Palestiniens. Le bilan de Reporters sans frontières faisant état des exactions commises dans les journalistes dans le monde atteint un record en 2022 avec 533 journalistes en détention. Le nombre de 57 journalistes tués dans le monde repart à la hausse. En outre, 65 journalistes aux otages et 49 portés disparus. Dans ce combat sur ce plateau, où de jeunes hommes sont morts pour résister aux hordes nazies, est né le programme du Conseil national de la résistance, magnifique espoir pour vivre des jours heureux. Le premier amendement est de garantir la liberté de la presse en la déconnectant des puissances financières. Nous voyons où nous en sommes aujourd'hui. Les médias dominants sont entre les mains des puissances financières, industrielles, bancaires. À travers CNews et tous les médias de son empire, Bolloré répand son idéologie d'extrême droite, préparant la venue au pouvoir du Rassemblement national et ses satellites d'ultra-droite, de reconquête et des identitaires. Comme en 1940, où les nazis ont envahi notre pays, les partis politiques d'extrême droite veulent envahir la France et instaurer un gouvernement pétainiste où la police et l'armée seront aux ordres. Soutenir les médias indépendants. Notre devoir de résistance est de soutenir les rédactions des médias indépendants comme Mediapart, Blast, Reporter, L'Âge de Fer, Libre Info et beaucoup d'autres. Les faire connaître et les soutenir financièrement. La liberté d'expression est en danger. La droite et l'extrême droite écrasent la liberté d'expression qui les dérange avec une main de fer. Guillaume Meurice est suspendu de Radio France pour avoir traité Netanyahou de nazi sans prépuce. La plainte pour antisémitisme avait pourtant été classée sans suite par la justice. Un préavis de grève intersyndicale a été déposé pour ce dimanche 12 mai par les syndicats de Radio France après la mise à pied de l'humoriste et des aménagements de grilles perçus comme politiques. Pour soutenir ce grève, nous pouvons les applaudir. Je me retrouve. Ah. Excusez-moi, voilà. Un vent mauvais souffle sur la France. Pour empêcher le retour de la bête immonde qui se cache derrière le Front National et Reconquête, nous devons nous organiser pour alerter nos concitoyens sur les politiques antisociales, liberticides, racistes et homophobes que l'extrême droite veut imposer par la voie démocratique des élections. N'oubliez pas qu'Hitler est arrivé légalement au pouvoir grâce au soutien des partis conservateurs et nationalistes et du patronat. Le monde a peur, mais nous n'avons pas peur. Rejoignez les collectifs citoyens contre l'extrême droite. Tous ensemble, résistons. No pasarán, no pasarán. Georgios Kalaitsidis est un ouvrier grec de 38 ans. Il habite à Athènes dans le quartier rebelle et solidaire d'Exarchia. Georgios est le fondateur et le membre le plus connu du groupe anarchiste Roufikonas, groupe célèbre pour ses actions de résistance en Grèce, mais aussi pour ses actions de solidarité,
parmi lesquels des ouvertures de centres sociaux autogérés et de squats pour les précaires grecs et migrants. Georgios est très connu en Grèce pour avoir participé à beaucoup d'actions très appréciées, comme la destruction des fichiers des personnes surendettées ou la destruction du bureau de privatisation du bien commun. Ces actions lui ont valu le soutien et l'estime d'une grande partie de la base sociale qui considère le groupe Provikonas comme une sorte de Robin des Bois qui gêne l'action du pouvoir et qui vient en aide aux plus démunis. En 2022, Georgios a fait l'objet d'un procès pour meurtre qui s'est révélé être une machination politique. En effet, les témoins à charge, tous des dealers, ont révélé à l'ouverture du procès que la police leur avait fait signer de faux témoignages contre Georgios en échange de leur propre libération. Cette machination a provoqué un scandale en Grèce et n'a fait que renforcer l'image du groupe et du plus connu de ses membres, Georgios Kalaitsidis. Georgios regrette de ne pas pouvoir être avec nous aujourd'hui. Il est resté à Athènes au chevet de sa mère gravement malade et hospitalisée. Il a confié son texte à son camarade et ami Yannis Youluntas qui s'est chargé de le traduire. Merci. En fait, en invitant Yorgos Kalaitsidis, les remarquables organisateurs de ce rendez-vous, qui font un travail colossal. Ouais. C'est vraiment très impressionnant. On pouvait s'attendre à ce qu'ils ne puissent pas venir et à ce qu'il y ait ce risque du fait de ces nombreux procès et notamment du fait qu'ils puissent aller en prison rapidement. On ne s'attendait pas évidemment à cet autre cas de figure, la situation de santé de sa maman, pour lequel il est donc retenu à Athènes. Voici son texte. Je n'ai pas l'habitude de donner une couleur personnelle à mon engagement politique. Cela fait aussi partie de la culture révolutionnaire. C'est un peu gênant de dire « je » pour expliquer pourquoi on lutte pour le « nous ». Pourtant, nous répondons très souvent à cette question avec notre entourage. Pourquoi donnes-tu ton temps, ta jeunesse, des années de vie dans une cause perdue, dans un rêve, dans une utopie? Alors, nous répondons. Nous répondons à notre famille inquiète. Nous répondons à nos amis soucieux. Nous répondons aux voisins qui, au fond de lui, est jaloux parce que sa vie n'a aucun sens et parce que peut-être, au fond de lui, ça lui fait mal. Nous répondons aussi à notre patron quand il finit par comprendre qui il a embauché. En fait, comme chacun d'entre vous, je réponds tout le temps à cette question. Par contre, il est rare que ce soit vous, mes compagnons de lutte et d'utopie, qui me la posiez. Je m'en suis rendu compte lorsque Yannis Youluntas m'a demandé de le faire pour votre événement. Je vais donc essayer ici, en lui confiant mes mots, mes paroles. En effet, je suis au regret de ne pas pouvoir être avec vous aujourd'hui sur le plateau des Glières. J'aurais beaucoup aimé revenir en France, une terre de lutte que j'aime beaucoup, et encore plus parmi vous qui veillez à ce que la flamme de la résistance reste vivante. Malheureusement, ma mère est malade et son état vient de s'aggraver. Je ne peux pas m'éloigner d'elle dans un tel moment. Merci de votre compréhension. Deux choses à mon sujet. Je suis né à Athènes. J'ai grandi dans une famille misérable, au plus bas de la base sociale, confinée dans la survie. J'ai étudié dans un lycée jusqu'au lycée, tout en travaillant comme ouvrier le reste du temps, dès mon plus jeune âge. L'origine de ma famille est également importante. Je suis ponce, grec pontique, une communauté d'une région aujourd'hui située au nord-est de la Turquie. Je descends des réfugiés qui ont fui la mer Noire lorsqu'ils se sont rebellés contre l'Empire ottoman au début du XXe siècle, avant que leur rébellion soit noyée dans le sang. Des centaines de milliers de personnes ont été contraintes de se lancer dans une marche mortifère pour aller se réfugier en Grèce. Mes ancêtres étaient parmi eux et le traumatisme du déracinement n'a jamais quitté mon univers familial. Un tel héritage peut vous conduire sur 3 voies. Vous pouvez devenir un truand qui ne se soucie plus que de lui-même,
et laisse derrière lui les vieilles histoires dépassées. Vous pouvez aussi vous consacrer aux problèmes de votre famille et de votre peuple et chercher à vous venger au risque de tomber dans le trou noir du nationalisme. Ou alors, vous pouvez comprendre comment se déroule l'histoire, percevoir la douleur de votre peuple comme une douleur irrationnelle de plus, chercher la cause, comment cela peut être corrigé et surtout comment cela peut ne pas se reproduire ailleurs, ni pour vous, ni pour personne d'autre. En grandissant, j'ai découvert que cet héritage de réfugiés n'appartient pas seulement au passé. Il ne se limite pas seulement au peuple et aux personnes expulsées de leur terre natale, qu'il s'agisse de Grecs pontiques, de Palestiniens ou d'immigrés d'Afrique qui viennent en Occident. Il s'agit de tout. Il s'agit de tous les aspects de la vie, dans un monde où il y a des riches et des pauvres, des patrons et des esclaves, des gens qui croient être tout-puissants et d'autres auxquels on fait croire qu'ils ne sont rien. Dès l'école, j'ai commencé à réaliser qu'au-delà de mon origine réfugiée, le cœur du problème est bien la misère, et la question sous-jacente est celle du pouvoir. Encore aujourd'hui, quand mes proches me demandent pourquoi je poursuis un rêve qui leur paraît inaccessible, je leur réponds « Comment est-il possible, à l'inverse, de ne pas tenter d'échapper à un tel cauchemar ?» Quand on me dit que je me bats pour une utopie, je réponds que je me bats pour la fin d'une dystopie. Quand on me parle d'une cause perdue, je rappelle que nous sommes, nous tous, cette cause perdue. Nous sommes tous des réfugiés dans nos propres vies et nous laissons une poignée d'exploiteurs incompétents, corrompus et ridicules diriger nos vies. Je ne peux pas supporter ça. Je ne peux pas supporter de gâcher ma vie dans la survie, dans la domination et l'exploitation, pendant que la plupart de ce que produit l'humanité finit entre les mains de quelques-uns. Je ne peux pas accepter que la planète sur laquelle je vis soit détruite pour le profit des grands actionnaires. Je ne peux pas non plus accepter que des gens soient maltraités du fait de leurs choix amoureux. Je ne peux pas imaginer que des gens soient arrachés à leurs terres ou s'entretuent dans des guerres pour qu'un petit nombre puisse continuer à gouverner. Pour mes actions de résistance, j'ai passé en tout 2 ans de ma vie en prison, pour l'instant. Durant cette expérience, ma conscience politique s'est renforcée. Pour un résistant, la prison est à la fois une bénédiction et une malédiction. C'est une mise à rude épreuve pour le corps et pour l'esprit. C'est un test pour vos relations et tout ce qui constitue votre vie. Et c'est surtout, à la sortie de prison, un moment où l'on choisit la nouvelle voie à suivre. Comme tant d'autres compagnons de lutte, j'ai continué sur le même chemin. L'idée de Rouvikonas est née, une organisation révolutionnaire anarchiste d'un nouveau type qui serait comme un poisson dans l'eau dans les luttes sociales. Nous avons choisi un nom qui symbolise un pas, une avancée sans retour en arrière. Nous avons décidé de franchir le Rubicon. Qu'avons-nous fait différemment? Nous avons décidé d'arrêter d'agir dans la peur des puissants, de leur police et de leurs lois. Nous avons mis l'accent sur l'action rapide, immédiate, proactive. Nous avons décidé d'ouvrir les portes de notre organisation sans exiger que les nouveaux membres soient idéologiquement complets. La lutte elle-même vous complète idéologiquement. Nous avons décidé de coopérer avec d'autres camarades, même s'ils ne sont pas sur la même ligne idéologique que nous. Nous avons également accepté comme membres des personnes qui ne se définissent pas comme anarchistes, en convergence de lutte, pour apprendre à résister ensemble. Nous avons choisi d'aller jusqu'à la limite et de jouer au chat et à la souris avec l'État. Nous avons investi notre liberté, prêts à subir des centaines de détentions et de procès, et nous avons reçu un soutien et une reconnaissance sociale sans précédent en Grèce. Au fil des années, nous avons réussi à mettre l'État et les médias dans une véritable impasse en matière de communication. Dans son acharnement contre nous, l'État grec vient de modifier récemment la loi
pour pouvoir bientôt nous qualifier d'organisation criminelle, alors que nous n'avons jamais tué personne, nous qui aimons par-dessus tout la vie et la liberté. Nous sommes aujourd'hui à un moment décisif de l'histoire de l'humanité, où toutes les conditions sont réunies pour que s'étende la guerre, la pauvreté et le contrôle orwellien de nos existences. Mais nous n'avons pas encore perdu. Une autre vie est possible, une autre société est déjà là, tout près, en train de naître. Un autre futur est à portée de main. En agissant avec amour pour les gens, avec modestie, avec indulgence pour nos erreurs passées et avec confiance à l'égard des autres personnes qui luttent diversement autour de nous, nous pouvons encore gagner ensemble. Nous sommes capables, tous ensemble, de construire une société meilleure, juste et plus éclairée. Une société prospère qui sèmera les graines et fleurira progressivement dans le monde entier, dans la liberté, l'égalité et l'autonomie. Et si nous n'arrivons peut-être pas nous-mêmes à aller jusqu'au bout, allons ensemble le plus loin possible pour faciliter le travail de celles et de ceux qui, au fil des années, nous succéderont. Ne reculons plus, ne faisons plus un seul pas en arrière, avançons ensemble par-delà nos différences. Merci. Bonjour, je vais vous jouer un morceau qui a été mis en musique par Mohamed Fleffel et qui en fait a mis en musique un poème palestinien ancien d'Ibrahim Toukan qui s'appelle Montini. La traduction c'est ma patrie.
Mélanie Berger-Vol est ancienne résistante, aujourd'hui âgée de 102 ans. Ouais, elle n'a pas pu être parmi nous, mais je laisse la parole à Mireille qui va davantage vous parler d'elle et reprendre ses mots. Mélanie Berger-Vol est née le 8 octobre 1921 à Vienne, en Autriche, pas Vienne chez nous. Elle est passée des socialistes révolutionnaires aux communistes révolutionnaires en 1936. Juive menacée par les nazis, elle émigre en 1938 vers la Belgique via l'Allemagne et travaille illégalement à Anvers dans l'organisation des communistes révolutionnaires étrangers, entre autres avec Georg Scheuer. Ensemble, ils se rendent en France au printemps 1939, où Mélanie Berger poursuit ses activités de résistance. Après l'internement de Georg Scheuer et d'un autre au Mille, elle est expulsée vers Clermont-Ferrand, où elle travaille pour une avocate. Elle a ainsi pu échapper à l'emprisonnement. Elle réorganisa le groupe de Clermont-Ferrand et servait de liaison entre les bases d'Anvers, des Milles, de Londres, Zurich et New York. Avant l'invasion des forces armées allemandes à Clermont-Ferrand, elle est évacuée et installée à Montauban, où elle rencontre à nouveau Georg Scheuer. En janvier 1942, elle est arrêtée et le 16 septembre, condamnée par le tribunal militaire de Toulouse à 15 ans de prison pour activités communistes et anarchistes. Elle est ensuite transférée à la prison pour femmes des Baumettes à Marseille. La situation d'Anna, selon son nom de code dans la résistance, devient précaire puisque la Gestapo fait des recherches sur les prisonniers politiques dans les prisons du gouvernement de Vichy depuis 1943. Alors que Mélanie Berger est admise dans un hôpital pour une jaunisse, elle est libérée lors d'une action spectaculaire d'un commando de la RK, les communistes révolutionnaires, parmi lesquels il y a aussi un soldat de la Wehrmacht qu'ils avaient réussi à retourner. Ils ont prétendu être des fonctionnaires nazis venus la chercher. Elle a donc pu poursuivre ses activités de résistance. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, elle vit à Paris et devient citoyenne française en 1947. Lors d'une visite à ses parents en Autriche, elle fait la connaissance du journaliste français Lucien Voll, son futur mari, ancien résistant comme elle. Ils ont vécu 10 ans à Vienne, ils retournent en France et elle a reçu de nombreuses médailles pour tous ses combats en France comme en Autriche. Elle vit maintenant à Saint-Étienne et à 102 ans, elle a été choisie pour être l'une des porteuses de la flamme olympique au JO de Paris. Si sa santé le lui permet, parce que dernièrement, elle a eu des petits soucis. Mais je vais lui laisser la parole à partir d'extraits d'une interview dans le Wiener Zeitung du 11 novembre 2013. Elle avait alors 92 ans. J'avais 16 ans. Un an auparavant, à l'âge de 15 ans, j'avais commencé à résister illégalement. Illégalement parce que tous les partis étaient interdits déjà depuis 1934. Le seul endroit où nous pouvions tous nous retrouver était le Lobau, endroit encore connu aujourd'hui des naturistes. J'ai donc fait l'expérience de ma première discussion politique en étant nu. Mais j'ai commencé à penser politiquement beaucoup plus tôt, à l'âge de 13 ans. J'étais un peu rebelle, même quand j'étais enfant. Je ne comprenais pas pourquoi il y avait des pauvres et des riches. Je ne comprenais pas qu'il y ait des gens qui croient qu'ils sont meilleurs parce qu'ils ont une couleur de peau différente ou une autre religion. Je n'ai jamais pu comprendre cela. J'ai toujours voulu changer le monde. Je veux toujours le changer, mais malheureusement, je ne le peux plus. La France était pour nous la terre de la liberté, la terre de la grande révolution. Donc c'est naturellement là que nous avons fui. Au début, la France ne collaborait pas encore avec les nazis. Tant que la guerre n'a pas éclaté, nous avons été bien accueillis, même si tel n'était pas le cas pour tous les étrangers. Moi, j'ai eu de la chance parce que j'ai un nom français, Mélanie Berger. Ça marche en France comme en Allemagne. Ça se prononce pas pareil, mais ça marche. Mais à partir du moment où la guerre a éclaté en 1939, nous étions devenus des étrangers qui devaient être emprisonnés. C'est vrai pour tout le monde, y compris pour les antifascistes comme nous. J'ai donc été interné au camp de Gurs. Heureusement, j'ai réussi à m'enfuir et à trouver un emploi de femme de chambre. Nous étions un groupe de résistants autrichiens, mais il y avait aussi des Allemands.
Nous avons publié des écrits en allemand pour expliquer aux soldats occupants ce qu'est le national-socialisme. Bien sûr, ce n'était pas une tâche facile. Cela nous a fait perdre beaucoup d'amis, mais nous en avons aussi gagné d'autres. Parmi eux se trouvait un soldat qui m'a aidé à sortir de prison. En effet, à cause de ces dépliants en allemand que nous avons publiés, j'ai été arrêté et condamné. J'ai passé 2 ans de prison à Marseille avant de pouvoir m'échapper grâce à l'aide de ce même soldat et de mon groupe de résistants autrichiens. J'avais pu expliquer de l'intérieur comment faire pour me faire sortir. À cette époque, nous n'étions pas encore en contact avec la résistance française. Cela ne s'est fait qu'en 1943. À partir de ce moment-là, c'était plus facile pour nous de nous cacher, par exemple, de changer de nom, d'avoir de faux papiers. La première fois que je suis revenue en Autriche après la guerre, d'un côté j'étais très heureuse bien sûr. Mais cela ne veut pas dire que tout y était bien. Quand je suis revenue, l'Autriche était occupée par les 4 puissances. Ce n'était vraiment pas facile pour moi. J'aurais pu y rester bien sûr, mes amis voulaient que je reste. Mais l'Autriche nous a jetés dehors, m'a jeté dehors et a jeté mes parents dehors. Je ne pouvais pas supporter ça, je suis donc restée en France. Je sais que Stéphane Hessel a dit qu'il trouvait que les jeunes d'aujourd'hui n'étaient pas assez engagés. Mais j'ai parlé récemment avec des jeunes dans une école à Vienne, parce qu'elle a continué après sa résistance, aller dans les écoles un petit peu partout, expliquer ce qu'était la résistance, ce qu'est le nazisme, etc. Ils m'ont posé des questions fantastiques, de l'Europe à la religion. Je leur ai dit qu'il y avait des choses qu'on ne pouvait tout simplement pas accepter, et qu'on doit avoir le courage de dire « je ne suis pas d'accord avec ça ». Ils ont très bien compris. En ce qui concerne les jeunes, c'est comme pour les adultes, il y a de tout. Mais dans l'ensemble, j'ai confiance en eux. Ce n'est pas facile pour eux avec le chômage, etc. Quiconque travaille devrait avoir au moins assez d'argent pour donner une éducation à ses enfants et se loger. Aujourd'hui, cependant, il y a des gens qui travaillent et n'ont pas ce minimum, alors que d'autres ont des millions et des milliards d'euros. Je ne comprends pas que cela puisse être ainsi. Les jeunes doivent trouver leur propre voie. Nous avons fait beaucoup après la guerre et nous avons accompli beaucoup de choses à bien des égards comme la sécurité sociale. Cependant, le monde a changé et la jeunesse d'aujourd'hui ne peut plus appliquer les mêmes méthodes que nous avons utilisées. À cette époque, nous n'avions qu'un patron dans une entreprise. Ce n'est plus le cas, tout est devenu multinational. L'Europe en est un exemple. Je suis pour l'Europe, mais elle ne sera rien tant que nous n'aurons pas les mêmes lois et les mêmes salaires partout. On doit se préoccuper de l'ensemble des êtres humains. La Terre est fantastique et nous la détruisons. Sacrée bonne femme. Le 23 mars 2019 à Nice, Geneviève Leguet, altermondialiste, alors porte-parole départementale d'Attaque et âgée de 73 ans, prenait part à la manifestation des Gilets jaunes, quand elle a été renversée par une violente charge policière. Projetée au sol, elle a gravement été blessée et a souffert d'un traumatisme crânien et de multiples fractures. La condamnation en mars dernier d'une peine de prison avec sursis pour le commissaire qui a donné l'ordre de la charge est une première importante. Les questions de la justice face aux violences policières, celle du droit constitutionnel de manifester, restent posées. Bonjour à toutes et à tous. Je voulais vous dire que je suis malvoyante. Donc Maëlle, mon amie, mon accompagnatrice, va m'aider. Je pas fini. Et
Et je vais aussi bafouiller parce que le coup que j'ai eu sur la tête m'a laissé des séquelles. Et des fois, je ne trouve pas les mots, je bafouille. Donc, je voudrais remercier les organisateurs de ce bel événement. C'est magnifique. J'ai passé 3 jours magnifiques et beaucoup une belle organisation, beaucoup de bienveillance. Mais vraiment, je crois que c'est la première fois, pourtant, je manifeste et je vais dans les endroits comme ça depuis des années. C'est la première fois que je vois autant de beauté. Je ne sais pas comment expliquer. Alors, merci à eux. Je voudrais rendre aussi hommage aux résistants, j'allais dire aux vrais, aux résistants de 39-45, qui, grâce à eux, on vit dans la liberté qu'on est en train de perdre, mais quand même, c'est grâce à leur résistance que nous sommes là. Donc, hommage à eux. Je suis très honorée d'avoir été invitée à cet événement en tant que résistante. Et tout de suite, j'ai dit aux organisateurs, je ne me considère pas comme une résistante, parce que pour moi, les résistants, c'est ceux de 39-45. Je suis une citoyenne qui résiste. Voilà. Alors, le 23 mars 2019, j'étais descendue parce que j'en avais marre de voir que j'avais entendu Manuel Valls, qui avait dit en septembre 2016, je veux retirer le droit de manifester de la Constitution. Alors, ouais, quelle horreur. Bon, et puis, il y avait eu les grèves El Khomri et tout ça. D'ailleurs, il y avait déjà, à ce moment-là, avant les Gilets jaunes, des yeux crevés. J'ai rencontré un jeune qui avait 16 ans en 2016 et qui a eu l'œil crevé. Alors, j'ai perdu le fil, ça y est. Alors, le 23 mars, je suis descendue manifester à l'appel des Gilets jaunes, mais aussi de l'attaque, parce que franchement, le président chinois, il venait que 2 jours après à Beaulieu, un peu plus loin que Nice, et je ne voyais pas pourquoi ce jour-là, on nous défendait de manifester. Donc, je suis descendue, j'ai pris le premier drapeau qui venait, j'avais les drapeaux d'attaque, de la CGT, le premier drapeau qui est venu, c'est celui de la paix. Je l'ai enfilé dans un bâton, et je suis partie sur la place où c'était noir de policiers. Bon, j'ai traversé, personne ne m'a rien dit, j'ai rejoint mes copines. Et là, on a dit liberté de manifester, très pacifiquement. Il faut savoir qu'il y avait à peu près, il n'y avait pas 100 manifestants, manifestantes. Il y avait une trentaine qui étaient nassés là, il y avait nous qui étions sur les grandes chaînes de Garibaldi, et il y en avait quelques-uns là. Mais il y avait 200 policiers et gendarmes. Alors, il y avait que ça. Alors, on était nassés, mais tout se passait pacifiquement. Il faisait beau comme aujourd'hui, et ça allait bien. Et puis, à un moment donné, le commissaire Souchi, le divisionnaire, a demandé de nous faire partir de là. Et il a demandé au capitaine de gendarmerie. Et le capitaine de gendarmerie, il a dit non. Et vous savez que quand on est fonctionnaire et qu'on refuse d'obéir, il faut faire un rapport. Et le rapport a été sorti par Pascal Pascariello, de Mediapart. Ce rapport disait que les manifestants et les manifestantes étaient très pacifiques et qu'il ne se passait rien, qu'ils ne voyaient pas pourquoi il allait charger. Donc, oui, bravo à ce capitaine. Alors, le commissaire Souchi était fou de rage, bien sûr. Donc, un moment après, on va dire peut-être un quart d'heure, 20 minutes après, ils nous ont demandé d'aller vers Jean Jaurès. Et comme on allait partir, parce qu'à 2 heures, il y avait une autre manifestation des Gilets jaunes qui était autorisée à la gare, on leur a dit oui. Ils étaient aimables, on leur a dit oui. Donc, on part pour partir. On part pour partir, oui. Et je vous assure que dans les... je sais pas, 13 secondes, j'étais partie. Et puis, il ne se passait rien, il n'y avait rien. Et je me suis réveillée à l'hôpital. Voilà. Je suis restée 6h30 dans le coma. En fait, je le suis après, le commissaire Souchi a fait charger alors qu'il ne se passait rien. Alors, il y avait déjà le capitaine de gendarmerie qui avait refusé, mais il y avait d'autres qui avaient ils n'avaient pas dit non, mais ils avaient fait en sorte de contourner. Ça, j'ai appris au tribunal. Ils avaient fait en sorte de contourner pour ne pas nous toucher. En fait, voilà. Donc, après, que je vais dire. Oui, donc j'ai été hospitalisée. Comment ?
J'ai été hospitalisée pendant 2 mois. Il faut que vous sachiez quand même quelque chose d'important. J'avais un vigile devant ma porte de l'hôpital. Même mes filles ne pouvaient pas rentrer parce que j'étais une terroriste. Vous vous rendez compte? Le personnel n'avait pas le droit de me parler. Alors quand ils étaient seuls, ils me parlaient bien sûr. Mais quand ils étaient deux, ils ne me parlaient pas. Et c'est quand j'ai changé d'hôpital que le cadre infirmière a dit « Qu'est-ce que c'est ça ?» en parlant du vigile. Alors le vigile a dit, c'est la préfecture hein, qu'il avait mis là. Il n'a pas dit dégager, mais enfin, il a dit dégager. Voilà. Et il a fait partir. Et j'ai plus de vigile. Mais vous vous rendez compte, j'étais une terroriste. C'est fou. Hein. En fait, cette affaire, elle est folle. Voilà. Donc, dès que je suis sortie du coma, que j'ai été bien, non, je vais dire quelque chose d'important aussi. Il faut que vous sachiez que je suis sortie du coma à 6h30 du soir, 13h après, donc à 7h du matin. Il est venu 2 policiers me dire « Madame, c'est bien le journaliste qui vous a renversé ?» Alors je dis, bon, j'étais un peu dans les vapes, je dis, je vois pas pourquoi les journalistes m'auraient renversé. Mais moi je savais pas qu'est-ce qui s'était passé. J'étais dans ce lit, je savais rien, parce que j'ai rien vu. Vous sachiez que j'ai rien vu. Ils m'ont fracassé par derrière. Un moment après, il vient 2 autres policiers, hommes. Madame, c'est bien le journaliste qui vous a renversé. Alors je dis, mais non, les 2 qui sont venus avant, je leur ai dit déjà non. Un moment après, il vient 2 femmes policières. Madame, c'est bien le journaliste qui vous a renversé. Mais j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est? J'ai dit, enfin, non, mais vous vous rendez compte? Enfin, je trouve ça. En fait, c'est parce que j'ai su après que, donc, ils ont essayé de dire que je m'étais pris dans un pot de tramway. Après, ils ont inventé plein de choses. Donc, en fait, cette affaire. Cette affaire, c'est devenu l'affaire Le Guet parce qu'ils ont fait que mentir autour que la police ne m'a jamais touché. Alors ça a été le qui c'est qui a dit ça? Déjà, je ne m'en rappelle plus. Bon, enfin voilà, la police ne m'avait pas touché, le procureur a menti, enfin Estrosi a menti, le maire de Nice, Ciotti a menti, enfin ils ont tous menti. Donc le préfet a été muté dans les 15 jours. Le procureur a été muté 4 mois après. Et là, avant de partir de Nice, devant les caméras, il a dit « J'ai menti pour protéger Macron ». Alors qu'un procureur, c'est censé nous protéger de nous. Hein, voilà. Voilà. Bon, il a quand même dit, voilà. Mais voilà, donc après... Voilà, j'ai demandé à mes avocats, Ariel Emy qui se trouve ici, je ne sais pas où, je ne le vois pas, et Mireille Damiano, une avocate de Nice, je voulais porter plainte. Mais j'ai demandé à porter plainte contre toute la chaîne. Parce que Souchi, bien sûr qu'il a fait du zèle, mais aussi, pour moi, le préfet, le Castaner, c'était Castaner et Macron. Hein. Implicitement, c'est bien les ordres qui donnent à tous ces policiers. Voilà. Donc, le tribunal a retenu que le commissaire Souchi, ça me reste en paix à travers la gorge parce que quand même, voilà. Mais il faut savoir que dans ce procès, quand même, qui a duré 2 jours, Souchi, il a dû répondre de ce qu'il avait fait. Et ah oui, quand même, il faut savoir aussi que il a fallu bouger l'IGPN parce que, vous savez, si vous ne faites pas un peu de bruit, ils classent tous ensuite. Hein. Donc l'IGPN avait sorti quand même un dossier qui disait quand même que c'était disproportionné. Donc il a été accusé d'actes disproportionnés et illégaux et il a pris 3 mois ou 6 mois 6 mois de prison avec sursis. Alors, bien sûr, les gens autour de moi, et il a réussi quand même que ça ne soit pas dans son casier judiciaire. Alors, ça, c'est fort de café. Hein. Donc, oui. Alors, donc, et il faut que vous sachiez, cerise sur le gâteau, que ce monsieur a démissionné de la police nationale et qui a été embauché tout de suite par monsieur Estrosi, numéro 2 de la police municipale. Elle n'est pas belle, la vie? Voilà, donc, vous voyez, mais bon, c'est Nice hein, aussi. Mais bon, il faut savoir qu'à Nice, quand même, c'est le laboratoire de toutes les conneries, excusez-moi. Hein, voilà, les premiers parkings payants, enfin, je pourrais vous en citer plein.
Là maintenant, c'est couvre-feu des jeunes à 13h. Hein. À 13 ans, à partir de 13 ans, ils ne doivent pas être après 20 heures dans la rue. Bon, quand même, il y en a un qui l'a devancé, c'est celui-là, l'extrême droite de Béziers, là, comme Ménard. Voilà, il a devancé. Mais normalement, toutes les bêtises partent de Nice. Voilà, j'ai voulu faire ce procès, merci Maëlle. J'ai voulu demander ce procès parce que, autre que l'affaire Le Guet que moi-même, c'est pas le plus important. Si, quand même, je voulais justice, quand même, que justice soit rendue. Mais j'ai quand même voulu que ça soit aussi pour toutes les victimes de violences policières. Parce que je fais partie d'un réseau qui s'appelle Entraide, Vérité et Justice. Donc, c'est des familles de personnes tuées par violences policières et comme moi, des blessés. Et là, qu'est-ce que j'ai appris? Eh bien, j'ai appris que, alors, les violences policières ont toujours existé, depuis les lois accélérates et tout ça, de 1870, je crois. Mais, disons que depuis 2005, depuis Ziad et Bouna, je ne sais pas si vous vous rappelez, voilà, depuis 2005, la police, les violences policières tuent 25 à 30 jeunes par an dans les quartiers populaires. Qui le sait? C'est une honte. Et alors, j'ai l'habitude de dire que en 1981, en France, nous avons aboli la peine de mort, et tant mieux. Mais quand on avait la peine de mort en 81, c'était qu'on avait eu un procès qui disait qu'il fallait mourir. Aujourd'hui, la peine de mort, elle a été remise en place. Il tue les jeunes à bout portant, grâce à M. Cazeneuve, avec sa loi de février 2017. C'est une honte. La peine de mort est remise en place. Voilà. Enfin, je sais pas, ça vous laisse froid? Souchi condamné, ça fait 70 ans que un commissaire. Alors, pour revenir à Souchi, il a été condamné, merci mes avocats qui se sont bien battus, avocates et avocats, ça faisait 70 ans qu'un donneur d'ordre n'avait pas été condamné. Alors, c'est quand même une belle victoire. Et donc, bon, il a fait appel, mais ça, on verra. Je ne sais pas si c'est la meilleure des choses. Bon, donc, je voulais que ça serve pour les victimes de violences policières. Donc, ça va faire jurisprudence. Il faut savoir aussi que dans les écoles de police, aujourd'hui, on étudie le cas Le Guet, le cas affaire Le Guet, et qu'on leur dit que si on leur donne un ordre disproportionné ou illégal, ils devaient refuser. Et je crois Arié, si je ne me trompe pas, Arié, excuse-moi, mon avocat, il me semble, où c'est qu'il est, et il me semble qu'il m'a dit qu'il y avait une phrase dans le délibéré que maintenant les commissaires ils vont faire attention avant de charger. Il me semble. Dis oui. Après quoi? Les attaques incessantes contre notre classe sociale, c'est un combat de toutes et tous. Alors, nos gouvernements à l'heure actuelle nous proposent une société invivable. Vous vous rendez compte qu'il n'y a pratiquement plus d'humanité. J'ai perdu le fil, je ne sais plus. Des attaques incessantes contre notre classe sociale. Il y a des attaques incessantes contre notre classe sociale. Nous perdons nos conquêtes. Des pertes par rapport au CNR, c'est-à-dire qu'ils sont en train d'achever la sécurité sociale. Ils le font, non, ça fait 40 ans, mais enfin, depuis qu'elle a été mise en place. Voilà. Mais bon, disons qu'ils accélèrent depuis 40 ans. Et cette sécurité sociale qui est un bijou, qu'il ne faut vraiment pas qu'on perde. Les services publics, vraiment. Et alors, pourquoi je voulais en venir où avec ça? Je ne sais plus. Tu voulais énumérer toutes les pertes par rapport au CNR. Oui, mais ça, je Une action écologique. Alors, je voulais dire aussi que nos dirigeants, que nos dirigeants, ils sont dans l'inaction écologique.
Alors, bien sûr, on parle beaucoup du climat, mais le climat, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est la perte de biodiversité, la perte de la faune et aussi des forêts primaires. Et attends, j'ai perdu le fil. Excusez-moi, j'ai perdu le fil. Face à toutes ces dégradations, il faut vraiment se rassembler, être solidaire et se battre contre le racisme, le sexisme, l'islamophobie, l'antisémitisme, l'homophobie, je ne sais pas si je l'ai dit, etc. Il faut construire un monde, il faut construire un autre monde. On est tous d'accord ici pour que ce monde soit plus humain, qu'il y ait plus de respect plus de respect, plus de justice sociale et fiscale, et aussi plus de respect pour le vivant et pour la nature. Je dis qu'on peut le construire tous ensemble. Rester debout dans la dignité, la solution c'est résister. Restons debout dans la dignité et la solution, c'est résister. La démocratie est bafouée. Je dirais même que le pronostic vital de la démocratie est engagé. Ne la laissons pas mourir, s'il vous plaît. Il faut vraiment continuer à se battre. Il n'y a que la lutte qui paye, hein, vous le savez. J'ai pas compris. Voilà, donc il faut continuer à résister. Excusez-moi, je perds le fil. Je vais dire vive la liberté, vive l'égalité, vive la delphité. Et comme l'a dit François Ruffin hier, il faut qu'on soit joyeux. Parce que quand ils nous font des trucs d'insécurité, c'est eux qui sont dans l'insécurité. Parce qu'ils savent que le peuple, on a le pouvoir si on se rassemble. Rassemblons-nous, soyons solidaires. C'est ça le plus important. Résistons. Et ne lâchons rien et vive la Palestine! Ça va vite. Arboriste grimpeur, originaire du Tarn, Thomas Braille lutte pour la protection des arbres et de la nature. En 2019, il se mobilise en grimpant devant le ministère de la Transition écologique, en passant 28 jours dans un platane pour dénoncer le non-respect de l'article L350-3 du Code de l'environnement. Il obtient un rendez-vous avec la ministre de la Transition écologique pour travailler sur la protection des arbres. Il crée d'ailleurs le Groupe national de surveillance des arbres, association œuvrant activement pour la protection des arbres en milieu urbain et rural, le développement durable et l'éducation à l'environnement. En 2022, il s'installe dans un arbre menacé par un projet de construction face à la Tour Eiffel. Il renforce son action en entamant une première grève de la faim pour dénoncer la construction d'une bagagerie au pied d'un arbre, plus vieux que la Tour Eiffel. À la fin de l'été 2023, ce défenseur des arbres entame une nouvelle grève de la faim de 40 jours, puis une grève de la soif pour s'opposer à la construction de l'autoroute A69 qui doit relier Castres à Toulouse. Merci. Excusez-moi, je suis un peu ému. Merci aux organisateurs de m'avoir invité. Je vais vous donner un petit peu la genèse de pourquoi aujourd'hui je suis derrière des micros. Et pourquoi aujourd'hui le GNSA, le Groupe national de surveillance des arbres, a une portée médiatique assez forte.
en 2019, j'étais tout seul, accroché dans un platane à Mazamet, parce que j'avais travaillé dans cette ville en tant que jardinier pendant 10 ans, et j'ai appris que le maire voulait abattre un alignement de 9 platanes âgés à peu près d'une centaine d'années. Et je me suis clairement opposé à ça, et j'ai passé mes 3 premiers jours dans un platane, et sur les 9, j'en ai sauvé 7. Et de là, ça s'est enchaîné. On m'a appelé par la suite à Condom pour un alignement de à peu près 26 platanes. Et comme j'arrivais pas à dépêtrer cette affaire-là, je suis parti à Paris, toujours en 2019, et je me suis accroché 28 jours, donc, comme elle l'a dit, devant le ministère de la Transition écologique, pour à l'époque alerter Elisabeth Borne sur un article de loi qui est le L350-3, et qui est un article de loi qui interdit l'abattage des arbres d'alignement. Au bout d'un an et demi de travail avec le ministère et au forceps, ils ont fait régresser cet article de loi. Il est encore moins protecteur puisqu'aujourd'hui les préfets demandent des dérogations pour aménagement et on voit nos arbres tomber. 2022, pareil, donc voilà, à nouveau la tour Eiffel, bagagerie au pied, un des plus vieils arbres qui avait été protégé par Gustave Eiffel. Donc on s'est accroché dedans, on a eu gain de cause, il n'y a pas de bagagerie. Après, je suis parti en Guyane aussi. Enfin, il y a énormément de combats entre-temps. Je suis parti en Guyane pour dénoncer la déforestation de 140 hectares de forêt amazonienne pour mettre un projet de panneaux photovoltaïques porté par un proche du président de la République, Thierry Déo, pour l'entreprise CEOG, Centrale électrique de l'Ouest guyanais. Thierry Déo a participé à la mise en place des dîners londoniennes du président de la République en 2017 pour récolter des fonds. Donc c'est open bar. La Guyane, c'est l'enfant pauvre du média. On ne sait jamais ce qui se passe là-bas. Je vous le dis clairement, c'est une vraie catastrophe. Et puis récemment, la 69, donc 40 jours en grève de la faim et une dizaine d'heures en grève de la soif et j'ai perdu connaissance. Tout ça pourquoi? Tout ça pour mon gamin, quoi. Je suis désolé. Je refuse le monde dans lequel on vit. Il ne me plaît absolument pas. Je refuse, et je ne comprends pas pourquoi on se tape sur la tronche tous les jours, les uns les autres. On est tous à la même galère, on est dans un bateau qui a des fuites. Et plutôt que de mettre tous les mains, qu'elles soient blanches, jaunes ou noires, sur ces fuites-là, on préfère se regarder dans les yeux, voir le bateau couler. Je refuse ça catégoriquement, quoi. Voilà. J'ai dit aujourd'hui que peut-être dans quelques années, je me retirerai sur la pointe des pieds. Je ne fais pas ça pour être mis sur le devant de la scène, ça ne m'intéresse absolument pas. Aujourd'hui, je devais être chez moi à cultiver mon jardin et à planter mes légumes. Je suis ici. Il y a les groupes locaux qui sont en train de se créer de partout. Il y a des écureuils qui émergent de partout, ces grimpeurs et grimpeuses qui rejoignent le mouvement. Le mouvement, il est lancé, il n'est pas prêt de s'arrêter, je peux vous l'assurer. En tout cas, on fera tout pour qu'on arrête de détruire le vivant. Et je terminerai par cette phrase. Je n'ai pas l'habitude de faire des longs discours, mais je terminerai par cette phrase. Celui qui se bat risque de perdre, mais celui qui ne se bat pas a déjà perdu. Merci. Alors maintenant, c'est l'heure de la conclusion. Mais petit préambule à la conclusion. Pour la petite provocation qui a eu lieu tout à l'heure, tout est maintenant apaisé. La police est intervenue pour calmer l'incident. Nous, ce qu'on vous demande, c'est que personne n'aille à l'auberge et que tout ce qui pourrait être fait contre ça, ça pourrait nous porter préjudice. Donc, on vous demande de faire ça. Et que notre plus belle réponse à ça, ce sera d'être présent encore plus nombreux l'année prochaine. Voilà. Merci.
là, on est là. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour défendre les travailleurs et pour un monde meilleur. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. On est là, même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour défendre les travailleurs.